Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Mickaël Zonta, qui est entrepreneur et investisseur, qui est notamment le créateur de la société Investissement Locatif. Aujourd'hui, on va parler donc justement des nombreux points communs qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'immobilier. La meilleure des moyens de démarrer l'interview, je te laisse te présenter, Mickaël, et nous dire à l'heure actuelle qu'est-ce que tu fais avec Investissement Locatif et à qui tu t'adresses, notamment avec ta chaîne YouTube et à quel type d'investisseur tu t'adresses. Oui, bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Ça fait maintenant 6-7 ans que je gère la société d'investissement locatif.com. On accompagne des investisseurs dans des investissements immobiliers très rentables dans de nombreuses villes en France. Alors, on est présent déjà dans 7 ou 8 villes, Paris, Île-de-France, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille. Et on va s'étendre dans encore d'une dizaine ou une vingtaine de villes dans l'année à venir. Et l'idée, c'était de concentrer sous le même toit l'ensemble de l'expertise qui est nécessaire pour dérouler un projet immobilier qui nécessite des travaux, puisque c'est grâce aux travaux qu'on fait une bonne rentabilité. Et aujourd'hui, c'est plus d'une équipe de 50 personnes qui accompagnent l'ensemble de mes clients sur ces différents territoires. Ok, c'est énorme, une équipe de 50 personnes. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, sur comment tu en es arrivé justement à créer une société maintenant qui embauche plus de 50 personnes. C'est quoi ton parcours un petit peu avant investissement locatif? Comment tu en es arrivé justement à créer cette société-là? Déjà, c'est la magie de l'entrepreneuriat, c'est qu'à la base, on ne pense pas. J'ai jamais pensé, alors plus récemment, oui, parce que c'est devenu une réalité, et un petit peu avant, parce qu'il faut avoir une vision, mais j'ai jamais pensé le jour où j'ai créé ma société qu'un jour, j'emploierais autant de personnes et que la société pourrait se développer autant. Donc, c'est aussi le côté extraordinaire qu'il y a dans l'entrepreneuriat, c'est que ça nous emmène dans des voies qu'on n'a pas forcément explorées. Et c'est, je pense, un des atouts, par contre, qu'il faut avoir, c'est être capable de pivoter ou être capable de se challenger soi-même pour aller là où se situe la création de valeur, là où se situe le besoin client. Mais pour rassurer toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, je me suis pas levé un matin, il y a presque 10 ans que j'ai commencé à entreprendre, en me disant, dans 10 ans, j'aurai une société qui accompagne plus de 250 personnes par an, qui emploiera 50 personnes. C'est venu au fil du temps. Ça se fait vraiment étape par étape en posant chaque brique et en avançant. Et donc, oui, ça peut nous emmener déjà, c'est le côté positif d'entrepreneuriat, beaucoup plus loin que ce qu'on pense initialement créer. Et quelquefois, même l'idée, on pivote plusieurs fois et c'est plus du tout la même au départ, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de progresser. Donc, non, moi, à la base, j'avais envie de créer ma société parce que je me sentais pas spécialement bien à ma place dans le monde du salariat, mais pas cette idée de dire je suis pas mon patron et je me sens mal. C'était plus dans la liberté de choix et la direction prendre. Je pense que j'aurais pu être très heureux en tant que salarié si on m'avait laissé un territoire de liberté et là où progresser, que ce soit commercialement, que ce soit en termes de communication ou autre. C'était pas le cas dans les différentes expériences que j'ai eu, donc c'est ce qui m'a manqué et c'est ce que je suis allé chercher initialement dans l'entrepreneuriat parce que les différentes expériences professionnelles que j'avais eues, c'était sur des jobs extrêmement cloisonnés. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC, Business School, et j'ai travaillé dans la banque d'affaires du Crédit Agricole, qui s'appelle CACIB maintenant, CACIB. Et du coup, pendant 2 années, donc c'est typiquement typologie de banque d'affaires, donc c'était un petit peu la voie royale de ce que souhaitaient tous les étudiants qui avaient fait un cursus en finance. Et en fait, une fois que j'y suis, quoi, entre guillemets, que j'y suis arrivé, que j'étais diplômé, que je suis arrivé là-dedans, c'était plus une désillusion d'ailleurs qu'autre chose, dans le sens où effectivement, il y avait une première étape qui était aboutie, voilà, diplômé, un job, ça faisait très plaisir à mon entourage, ça faisait très plaisir à mes parents, mais pas vraiment à moi. Et du coup, au bout de 2 ans, j'ai arrêté pour créer ma propre voie. Je l'ai créé avec un associé qui s'y retrouvait pas, qui était dans la même branche, dans le même groupe bancaire, mais dans une autre branche, celle de la gestion d'actifs. On était passionnés déjà, je dirais, d'immobilier parce que l'histoire, c'est que je discutais avec beaucoup de gens de ma famille qui ne sont pas du tout de l'immobilier, mais il y avait certains entrepreneurs dans ma famille. Et quand je discutais avec eux, ils avaient tous ce dénominateur commun, c'est qu'ils avaient de l'immobilier, qu'ils soient entrepreneurs dans des métiers qui ne sont pas forcément euh, communs. Il y avait une cousine de ma mère qui gérait des très grandes casses automobiles, donc plutôt un métier d'homme à la base, quand on était plusieurs. Et j'avais pareil beaucoup d'immobilier. J'avais à l'époque le grand-père de mon ex-ami qui était plombier, mais plombier de 200 personnes. Je sais pas, il y a une petite coupure, non, ça va? C'est bon, Non, c'est c'est bon, reparti il m'a mis là. un petit message. Tout va bien, ouais. Ça s'est coupé, mais c'est reparti.
que ça va quand même enregistrer. Ce dénominateur commun, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs ou en profession libérale, ils avaient ce dénominateur commun de l'immobilier. Et donc, j'ai voulu aller à la source de ce phénomène qui donnait avant de donner de l'argent, ça donnait une liberté aux gens. Parce que derrière l'argent, il y a souvent une liberté. Il y a la liberté de choix, il y a la liberté du temps. Derrière, qu'on veut louer à telle activité, qu'on veut passer avec sa famille. Et donc, j'ai voulu aller à la source de ce phénomène qui permettait d'avoir le choix et d'être plus libre, avant même de penser à l'argent. C'est super intéressant cette idée de vouloir d'abord être libre avant de penser à l'argent, mine de rien. Enfin, pour moi, je pense que c'est l'un des gros critères de réussite justement quand on lance son entreprise. Tu parlais un petit peu du nombre de fois où tu as pivoté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des principaux challenges justement que tu as rencontrés sur ces dernières années avec ton entreprise? De se dire que tu as dû t'adapter des fois vis-à-vis de choses que tu n'avais pas forcément prévues au cours d'une création d'entreprise, ce qui est complètement normal vu que c'est très rare de pouvoir tout prévoir. Et c'est quoi les 2-3 principaux challenges que tu as rencontrés justement? Ouais, il y a eu des gros pivots. La première société que j'ai créée, qui existe toujours, mais qui fait plus la même chose, s'appelle imogène.com. Imo comme immobilier, jeune comme quelqu'un de jeune. À la base, on voulait créer un réseau d'agences immobilières dédiées au public étudiant et jeunes actifs, puisque globalement, c'était les miettes des agences traditionnelles. Et on s'est dit, tous les étudiants et les jeunes actifs sont maltraités sur ce marché de la location en France, parce que globalement, déjà, c'est le marché de transaction et de la vente qui rapporte le plus aux agences immobilières. Donc déjà, la location était un petit peu le parent pauvre. Et à l'intérieur du parent pauvre, ce qui rapportait le plus aux agences immobilières, c'était de louer des grands appartements et pas des petits. Donc, on s'est dit, ce public, il est totalement délaissé, plutôt maltraité. Donc, on va créer une agence immobilière qui va se spécialiser là-dedans, parce qu'à la fois, les locataires étaient délaissés, mais à la fois, les propriétaires bailleurs, donc les clients de ces agences immobilières-là, étaient délaissés parce que ce n'est pas ces clients-là qui rapportaient le plus aux agences immobilières dites traditionnelles. Donc, du coup, on a commencé par ce point-là. Il y a eu des pivots, puisque cette société est devenue une société à part entière, qui est devenue une plateforme sur le logement étudiant. C'est l'équivalent d'un Se loger pour les jeunes, qui existe toujours et qui marche très bien, parce que c'est devenu le premier site de logement étudiant en nombre de visiteurs uniques par an sur ce marché-là. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du marché, résidences étudiantes, agences immobilières, particuliers. Donc là, il y a eu déjà un gros pivoté. Et le deuxième, sur le métier de traditionnel immobilier, ensuite, quand on discutait avec les propriétaires bailleurs qui nous confiaient ces biens en location-gestion, qu'on gère toujours pareil, au travers d'une autre société, on voyait passer des bonnes affaires. Et initialement, on n'avait pas les clients, on voyait qu'il y avait des bonnes affaires qui allaient à l'encontre de tous les clichés qu'on entendait, qui étaient l'immobilier, tu peux avoir des problèmes, l'immobilier, c'est pas rentable. Et nous, on voyait des projets rentables qu'on savait gérer, restructurer et louer derrière, puisqu'on avait exercé ce métier. Et du coup, au début, on l'a fait par bouche à oreille et on l'a skiff. Ok, c'est hyper intéressant du coup ce côté que tu te sois demandé finalement quels étaient les besoins de ton marché et d'avoir créé une société derrière, finalement suivant les besoins que tu avais repérés, suivant un type de clientèle finalement qui avait été délaissé. C'est ça finalement sur le début de Imogène, c'est de voir ce besoin qui a été délaissé et de vous de le combler avec cette entreprise. Le succès, c'est de ne pas rester bloqué sur son idée, parce qu'elle peut être bonne, mais en fait, c'est que l'exécution. Déjà qui compte et c'est pas forcément l'idée. J'ai envie de dire une super équipe avec une bonne exécution peut vendre un produit qui potentiellement ne marcherait pas. Je vais citer quelqu'un auquel je pense parce que généralement ça fait sourire. Quand on voit la société Le Slip français, à la base, si demain on prend n'importe quel mec, on lui dit vas-y, tu vas vendre des slips, le mec dit excuse-moi, mais c'est plus à la mode. Les mecs n'importent pas, le nom fait ancien et ça va être compliqué. Donc après, ce qui compte, c'est l'exécution, le marketing, la communication qui fait autour. C'est une société que j'aime bien prendre un exemple là-dessus parce que je trouve que c'est assez révélateur. Et après, il faut pouvoir faire suffisamment de pivots pour écouter en fait ce que veulent les clients, puisque si on se dirige sur ce que veulent les clients, forcément il y aura la demande, et ensuite créer le maximum de valeur autour de cette demande client. Si tu avais finalement, tu dis créer un maximum de valeur ajoutée pour les clients, si tu avais maintenant, si tu devais donner 2-3 conseils à un jeune comme ça qui se lance maintenant à créer sa société et qui va en faire de la communication sur Internet ou ailleurs même, qu'est-ce que ça serait les 2-3 conseils maintenant que tu as tirés toi de ton expérience et que tu donnerais à un jeune qui se lance et qui démarre?
Je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent est-ce que dans 10 ans, le service peut encore exister. Ok. C'est la première chose, parce que ce qui est important, c'est de travailler dans la bonne direction. Donc, si dans 10 ans, le service peut devenir obsolète par la technologie, par plein d'autres choses, sans faire des projections complètement farfelues non plus, hein, mais ne pas se lancer sur un secteur qui est en décroissance chaque année. Donc déjà, est-ce qu'en 10 ans, potentiellement, mon service peut encore exister? Donc, on peut disrupter l'immobilier, mais on peut partir du principe que quelqu'un qui n'a rien envie de faire, bah, faudra quand même quelqu'un pour lui trouver l'appartement. S'il y a des travaux de rénovation, bah, on peut tout disrupter, hein, mais il faudra quand même qu'il y ait des travaux de rénovation qui soient faits. Louer, on peut trouver plein de nouvelles technologies pour louer plus rapidement, mais on pourrait l'intégrer en service, mais il faudra quand même que quelqu'un loue, etc. Donc, c'est réfléchir au fait que vraiment, bah, le service puisse exister, parce que si je travaille à fond 3 à 4 ans, mais que ma société n'est pas pérenne là-dessus, ce ne sera pas bon. Il faut réfléchir, est-ce que le business qu'on crée, il est revendable? Ça reste, encore une fois, chaque heure et chaque minute qui passe. Ce qui est important, c'est que demain, potentiellement, on puisse revendre à une tierce personne ce service, parce qu'encore une fois, sinon, on va se fatiguer dans une direction et demain, on arrête, bah, la valeur de mon actif vaut zéro, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment pas le but. Donc, en est-ce que ça existe? En deux, bah, est-ce que c'est revendable? Dans le fait que c'est revendable, bah, c'est essayer de ne pas être qu'un homme clé dans cette société, parce que le but, c'est un jour de le redonner. Et en trois, il faut travailler sur un modèle. Il peut y avoir une offre à l'intérieur, pas forcément 100% du chiffre d'affaires, mais il faut travailler sur un modèle où il y a une base de récurrent, une base d'abonnement, parce que c'est ce qui permet chaque année de ne pas repartir de zéro en chiffre d'affaires. Je trouve ça hyper intéressant le fait que dès le début, tu dises qu'il faut penser à la revente finalement. On est à peine à la création de l'entreprise que tu dis qu'il faut déjà penser finalement quand on va revendre son entreprise en fait. Ouais, mais il y a deux facteurs. Il y a le fait bien sûr de revendre l'acte de revente, mais aussi il y a toujours l'acte de liberté, c'est de dire est-ce que je peux mettre des gens à mon poste qui feront mon travail, mon suivi, ou potentiellement j'ai besoin de moins intervenir. Ça ne veut jamais dire ne rien faire parce qu'il n'y a pas de sens dans ne rien faire. En plus, les entrepreneurs sont animés par un projet, ils veulent tout sauf ne rien faire. Mais encore une fois, avoir la liberté d'intervenir sur les parties où on pense que notre valeur ajoutée est la meilleure, celle qu'on souhaite, bah, se mettre en retrait ou juste au contrôle ou juste au pilotage, mais pas à la production. Et ça me fait penser, enfin, je trouve que dans tes propos finalement, et je suis plus ou moins d'accord avec cette partie-là, il y a énormément de points communs entre l'entrepreneuriat et l'immobilier. Moi, je sais que ça fait plus de 3 ans que j'investis dans l'immobilier et je retrouve énormément de points communs avec l'entrepreneuriat. Quels sont toi, enfin, je pense que tu en as déjà cité en fait certains, c'est ça qui est intéressant, le côté penser déjà à la revente, etc. Est-ce que tu vois d'autres points communs, enfin, quels sont les points communs principaux toi que tu vois dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat? Ouais, quand on dit le point 1, quand on dit ne pas travailler pour rien, c'est que dans 10 ans, le service existera. Ça rejoint souvent dans l'immobilier l'emplacement. Est-ce que dans 10 ans, l'emplacement dans lequel j'investis est attractif? Est-ce que quelqu'un, même sans parler à la revente, voudra le louer? Parce qu'on peut le très bien conserver, voudra déjà le revendre. Est-ce que cet emplacement, dans 10 ans, sera attractif? Est-ce que j'investis pas dans une ville où la population est en décroissance de 5% par an? Bah, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans dans ces villes-là? Est-ce que ce sera très attractif de louer dans ces villes-là? Est-ce qu'on louera toujours dans ces villes-là? Et bien sûr, penser à la vente, c'est-à-dire quand je crée de la valeur, je fais des travaux ou je redresse complètement l'appartement, bah, je le pense bien sûr pour créer de la valeur directe au locataire. Mais bon, si on fait l'électricité aux normes, a priori, oui, dans 20-30 ans, elle sera plus aux normes. Mais bon, on est tranquille un certain nombre d'années. C'est effectivement déjà penser potentiellement à ce que l'appartement demain, on pourrait. Il y a plein de modes en plus qui permettent dans le même l'état d'esprit de dire bah, je ne veux pas être une pièce maîtresse du puzzle, il faut que je puisse être remplaçable, déjà parce que tout le monde est remplaçable, et parce que les meilleures sociétés qui fonctionnent, c'est celles où les gens sont le plus rapidement remplaçables, mais moins compris. Je mets parfaitement le panier. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des processus qui ont été pensés derrière pour faire que bah, la qualité soit respectée. Et on retrouve exactement ça dans un appartement. Si on délègue un certain nombre de choses, que ce soit en location courte durée, que ce soit en longue durée par un gestionnaire, bah, ce qu'il faut, c'est que je dis n'importe quoi, un état des lieux d'entrée ou en longue durée ou un checking en saisonnier, bah, la qualité du checking ne doit pas être liée à la personne qui fait rentrer, soit d'être liée à une suite de processus qui a été mis en place pour que ce soit qualitatif. C'est hyper intéressant cette partie-là. Donc pour toi, finalement, tout poste dans une entreprise
doit pouvoir être fait par une autre personne, y compris finalement le travail de l'entrepreneur en lui-même. Exact. En tout cas, c'est la manière, je pense, par laquelle il faut penser. Il faut penser parce que ça oblige, euh, ça, ça m'oblige et l'équipe qui est derrière à créer un processus, mais aussi pour guider leur travail de tous les jours et aussi pour respecter bien sûr une qualité client. Je pense qu'on voit souvent cette erreur-là, et moi je l'ai faite pendant très longtemps et je la vois encore chez certains de mes clients, justement ce manque de processus, ce manque de vraiment se dire bah, cette tâche-là, ça se répète plusieurs fois, donc on va mettre en place un processus pour que n'importe qui puisse la faire. Est-ce que tu vois d'autres erreurs comme ça, comme celle de finalement ne pas mettre en place des processus assez tôt, d'autres erreurs que tu vois dans une création d'entreprise, dans un développement d'entreprise? Ouais, ne jamais déléguer parce qu'on pense que ça va être mieux fait par soi-même. Alors, ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est pas le débat. Mais encore une fois, même dans l'hypothèse où c'est faux, bon voilà, c'est grave parce que du coup, la personne pense qu'elle est qualitative alors qu'elle ne l'est pas. Moi, je pense que pour plein de raisons, il faut déléguer pour plein de raisons. On n'est pas le meilleur à un instant T. C'est que je prends l'exemple de ma société, il y a peut-être 25 métiers différents. Réellement, je pense que sur l'ensemble des métiers, les gens qui sont à cette place-là sont meilleurs que moi à cette place-là que le travail que je pourrais faire. Je suis moins bon pour faire les plans que les architectes, je suis moins bon pour suivre les travaux, je suis moins bon pour faire la location que la personne qui va faire la location sur le processus d'établi d'entrée. Je suis devenu un moins bon chasseur que le directeur commercial et les chasseurs qui sont dans mon équipe. Et c'est un signe de bonne santé. Sinon, on n'emploie pas des gens pour qu'ils soient moins bons que nous à ce poste-là. Sinon, il n'y a pas de sens. C'est le premier élément. Et le deuxième, c'est même dans l'hypothèse où c'était à qualification égale et qu'on pourrait le faire sur des tâches soit moins fortes de valeur ajoutée, administratives, comptables ou autres. Le problème, c'est que même si cette tâche, elle était faite à 80%, ça nous libère, nous, peut-être 50 ou 60% de notre temps pour faire autre chose. Donc, je pense qu'il y a deux mentalités de voir dans l'immobilier. C'est aussi ce qu'on a envie. Ce n'est pas juste un défaut. Il n'y a pas de réussite à être 50 et d'échec à être seul ou deux dans une société. Il y en a plein qui se créent leur propre job et qui sont parfaitement heureux et il faut le laisser. Mais dans une perspective de croissance, sur des marchés qui ont une grosse possibilité de croissance, c'est dommage de rester à 5 ou tout seul en faisant 30% de son temps de la compta, 20% de l'administratif, qui fait 50% du commercial. Si en recrutant une personne, on peut développer cette activité pas toujours plus loin ensemble que tout seul. Quoi. Et est-ce que pour toi, justement, pour continuer sur cette notion de délégation, tu te dois de maîtriser toutes les tâches avant de les déléguer ou c'est complètement possible de déjà déléguer une tâche que tu ne maîtrises pas forcément en te disant, bah, moi, la comptabilité, c'est vraiment pas mon truc. Donc, dès le début, je vais complètement sous-traiter cette partie-là. Mais en fait, je la maîtrise pas encore totalement. Ouais, alors ça dépend s'il y a un aspect très opérationnel et très métier ou si c'est une fonction transverse et commerciale. Mais je serais plus avant, je pense au début, quand j'ai entrepris, j'aurais plutôt répondu que par crédibilité, c'était important de maîtriser la tâche avant de la transmettre pour dire bah, je suis capable de le faire. Et aussi parce que je pense que c'est beaucoup plus sécurisant pour l'entrepreneur parce qu'il se dit bah, s'il y a des défaillance, s'il y a un problème, je peux reprendre la main. Il y a une réalité qui s'impose, c'est qu'à partir du moment où on dépasse même les 20-30 personnes, de toute manière, c'est plus possible. Cette réalité s'impose, de toute manière, c'est qu'il y a trop de tâches et de missions à effectuer. Donc, de toute manière, ce n'est plus possible de se dire bah, je vais savoir comment faire cette tâche avant de la transmettre. Et au fond, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que d'une part, ça amène un regard extérieur. Deuxièmement, je pense que ça laisse aux gens ce qui m'a manqué moi quand j'étais dans le salariat, c'est-à-dire un espace de liberté et de création. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on dit juste la direction dans laquelle on veut aller ou on dit juste le résultat. Et c'est la personne qui va créer son processus et à l'intérieur de son espace de liberté, l'organiser pour atteindre ce résultat. Et souvent, il y a plein d'exemples précis. C'est un peu l'exemple de quand on va aller d'un point A à un point B en voiture, bah, il y a plein d'itinéraires. Tu as l'itinéraire le plus rapide, mais le plus coûteux, bah, tu passes sur l'autoroute avec les péages. Tu as l'itinéraire qui est un petit peu plus long mais moins coûteux, tu restes par la nationale. Tu as l'itinéraire qui est le plus court mais pas forcément plus rapide parce que tu passes par des chemins de campagne, etc. Donc après, c'est aussi la personne, elle va peut-être meilleure dans différentes situations. Ça dépend aussi du budget qu'a alloué l'entrepreneur. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, bah, par exemple, j'ai X budget ou j'ai zéro budget et c'est la personne qui va trouver
en elle, comment arriver à ce résultat. Et au moins, je trouve que c'est plus simple parce que ça laisse un espace de liberté et ça laisse vraiment quantifier le résultat. Et surtout, je pense qu'on passe par des chemins auxquels on n'aurait pas pensé forcément soi-même. Et donc, ça permet aussi de faire naître beaucoup de créativité et beaucoup de valeur à l'intérieur de ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est finalement arriver à créer dès le début toi-même un cadre, comme tu dis, en posant les résultats, tout en laissant finalement l'espace de liberté. Je pense que c'est vraiment une notion hyper importante que tu viens de soulever, l'espace de liberté à la personne à qui tu vas déléguer finalement, pour qu'elle-même même fasse son process. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, des fois, quand ils délèguent, veulent trop peut-être structurer les choses et que la personne fasse exactement comment eux, ils auraient fait, alors que c'est mieux peut-être de laisser cette liberté à la personne. Non, quelque chose de clair, c'est on crée un process, voici le résultat. On demande de créer un process à la personne sur son poste, voici le résultat qu'on va obtenir. Après, il y aura toujours quelques dysfonctionnements et c'est normal parce que tout est perfectible, le process ne sera pas parfait dès le début. Mais après, ça se fait tout seul. Là où il y a un caillou dans la chaussure à un moment donné, on regarde, on revient en arrière, on regarde le process, on le corrige pour plus qu'il y ait ce caillou dans la chaussure, etc., jusqu'à que le modèle soit parfait. Et tout en continuant sur cette notion de délégation, tu as maintenant ta propre chaîne YouTube, tu te développes de plus en plus sur Internet, tu as ta société à gérer, tes propres investissements à gérer. Quels seraient les 2-3 conseils en termes d'organisation, hors le côté délégation là qu'on a déjà bien abordé? Comment tu arrives à rester focus sur l'entrepreneuriat et l'immobilier? Moi, je sais très bien que je vais fonctionner par exemple par période. Je vais me dire pendant 6 mois, je vais vraiment être beaucoup plus focus sur l'immobilier et mettre un peu plus de côté l'entrepreneuriat. Quelles sont, je ne sais pas si c'est forcément la bonne ou la mauvaise méthode, mais quelles sont toi, comment tu t'organises à ce niveau-là? Moi, j'ai un pilotage. Alors déjà, tout est toujours possible quand tu es aidé. C'est toujours facile. Quand tu regardes un chef d'entreprise, de toute manière, je ne peux pas tout faire. Donc, quand tu es aidé, tout est possible. Pour autant, moi, je pilote ce qu'on appelle à l'agenda. Moi, c'est ma méthode et je pilote toujours comme ça. Il y a trop de gens qui arrivent dans leur propre vie, d'ailleurs, ou personnelle ou professionnelle, qui arrivent le matin, ils vont dire je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Je sais que j'ai du travail, mais je ne sais pas quelle tâche je vais faire et dans quel ordre. Et je le fais un petit peu au fil de l'eau. Donc, ce qu'il faut, moi, ce n'est pas ma méthode de fonctionnement. Ce qu'il faut, c'est, moi, j'appelle ça piloter par l'agenda, c'est que, ou avec les équipes, ou avec mes sujets personnels, ou avec mes sujets d'appartement ou autres, ou avec la chaîne YouTube, je sais, j'ai des plages horaires chaque semaine qui sont parfaitement définies dans l'agenda où je vais faire toujours la même chose. Là, il y a des tournages vidéo. Là, on va faire un point avec la comptabilité. Et là, il y a un point avec les équipes commerciales. Il y a un point. Donc, ce qui fait que la veille, je sais déjà ce que je vais faire le lendemain à 80%. Donc, ça me permet parfaitement d'avancer. C'est-à-dire que ce n'est pas le quotidien qui va guider ma journée, mais c'est moi qui ai décidé de l'organisation de la journée. En laissant une plage horaire s'il faut d'1 heure ou 2 à la fin de la journée pour faire ce qu'on appelle l'imprévu, ou là le quotidien ou autre, ou si l'interview durait 15 minutes de plus que ce qui était prévu, pour que ça rentre. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'effectivement, ils aiment avoir encore une fois une certaine liberté. Moi, ça me permet que tous les sujets avancent en même temps et ça me permet surtout ce que j'appelle de vider ma tête. C'était mon grand combat, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de sujets qui arrivent dessus. Et à la fin de la journée, on se dit j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc du coup, ça me permet en fait de dire si je fais un point sur les futurs ans, je sais que c'est, par exemple, je sais que c'est demain matin, c'est de 9h30 à 10h30, j'ai un point sur les futurs développements. Et le développeur, s'il a une question, il sait qu'il va la noter, qu'on la passera en revue vendredi matin. Donc ça permet d'avoir beaucoup moins d'interactions la semaine et de condenser l'ensemble, et toutes les équipes condensent l'intégralité de leurs questions et on les balaye. Et après, on fonctionne aussi par responsable de pôle. Donc sur 50 personnes, j'ai que entre 5 et 10 personnes en direct. Donc c'est vraiment bien ouvrir ce que j'appelle une to-do list, que ce soit sur le note, l'application Note, ou moi je le fais avec la partie Trello, l'outil Trello là, qui est gratuit, l'outil de Checkpoint. Dès que j'ai une idée quelque chose, je la note, ou quelqu'un qui me dit tiens, est-ce que tu pourras, sur mes sujets personnels ou professionnels, et du coup je le pilote que là-dessus. Et si je laisse une ou 2 heures à la fin de la journée, je pense à développer cette petite fonctionnalité. Ça me permet de tout noter tout le temps à l'instant. Imaginons pendant l'interview, tu me donnes une bonne idée de développement, quelque chose, je vais instantanément la noter pour vider ma tête constamment.
Ça, c'est Et hyper donc, en fait, intéressant finalement parce que tu as vraiment tes tâches, on va dire les tâches récurrentes où tu sais que tous les lundis à 11 heures, tu vas faire un point comptabilité, tous les vendredis, un point avec les développeurs. Et par contre, comme tu dis, dans la journée, on a toujours mille et une idées et tu vas directement te dire, au lieu d'attaquer dessus et finalement qui pourrait juste te de la note. dérouter un peu de ton chemin, tu la notes et tu as un créneau pour analyser après derrière cette idée. Tout à fait. Ok. Est-ce que on parle de plus en plus de liberté financière avec l'immobilier ou avec l'entrepreneuriat d'ailleurs? Et ce qui est intéressant, c'est j'aimerais bien avoir ton avis sur le côté quelqu'un qui veut être indépendant financièrement. Et là encore, cette définition, elle est propre à chacun. Je pense que c'est important d'ailleurs déjà de le préciser que l'indépendance financière va être, chacun va avoir sa propre définition. Est-ce que malgré tout, toi, tu conseilles plus le côté entrepreneuriat ou le côté immobilier quand vraiment la personne a un objectif de quitter son job de salarié et d'être indépendant financièrement? Il faut le sentir. Je pense que les gens le sentent globalement à l'intérieur d'eux-mêmes et il ne faut pas forcer les gens des bons entrepreneurs parce qu'il y a quand même une volonté de faire son agenda, il y a quand même des risques qui sont liés à ça financièrement, ça reste quand même une réalité. Donc du coup, je pense qu'on ne les force pas ou de toute manière qu'ils reviendront au monde du salariat parce que ça leur convenait pas. L'intérêt de l'immobilier, c'est qu'il est universel, il va s'appliquer justement à l'ensemble de la population et c'est surtout ce que j'appelle moi, c'est devenu à mon sens le vrai ascenseur social parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est proposé aujourd'hui à quelqu'un qui a 20 ans, avec ou sans bagage scolaire, pour vraiment, si demain il dit j'aimerais avoir un gros patrimoine, atteindre 1 million d'euros de patrimoine, malheureusement, oui, il n'y a pas grand-chose qui lui est proposé pour devenir successful, autre que prendre l'ascenseur social de l'immobilier, parce qu'il y a une grande majorité qui vont y arriver grâce à ça. Donc, ça permet entre deux individus d'aller beaucoup plus loin, alors qu'à la base, ils ont le même potentiel, si on parle vraiment que de la réussite financière, alors qu'à la base, ils ont le même potentiel, ça va lui permettre d'aller plus loin qu'un individu B qui serait resté dans un système classique, d'ailleurs, d'entrepreneuriat, de profession libérale ou de salariat. Ça va juste lui permettre d'accélérer. Ce qui est bien, c'est que c'est bien sûr de l'entrepreneuriat parce que ce coup-là, on est tout seul face à soi-même, face à un locataire, face à un achat, face à un notaire, face à une banque, face à la mise en place de processus, que ce soit longue durée, colocation, courte durée, division d'appartements. Donc, ça va permettre en tout cas de mettre un premier pied effectivement dans le monde de l'entrepreneuriat parce que ça nécessite d'être entrepreneur, de développer l'immobilier et de voir si déjà ça nous plaît ou non. Il y a plein de gens, ça ne va pas leur plaire. Je pense que la mauvaise raison, c'est de vouloir faire que et uniquement pour des raisons financières, de dire j'aime pas mon boulot, donc j'investis dans l'immobilier, j'ai besoin d'argent, donc j'investis dans l'immobilier. Ça, pour moi, c'est pas vraiment la bonne solution, d'une part parce que tout se construit sur le moyen ou le long terme. Les gens ne deviennent pas millionnaires du jour au lendemain en une semaine grâce à l'immobilier. Et deuxièmement, ceux qui le font vraiment pour l'argent, qui n'ont pas de bonnes capacités d'organisation relationnelle ou de gestion financière, je dis souvent, on joue et on investit avec plusieurs zéros, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut enrichir, mais on montre toujours que le bon côté. Quelqu'un qui achète mal, qui n'est pas accompagné, qui ne suit pas du tout ses affaires, il peut aussi, c'est une réalité, c'est bien sûr une grande minorité des cas, parce que la majorité des gens s'affrontent, mais je vais parler sur la minorité des gens qui potentiellement ont une très très mauvaise organisation, qui ne savent absolument pas compter, pour lequel ils auraient quand même lancé une opération, qu'ils connaissent rien en immobilier, qu'on va l'acheter, ça peut aussi, c'est une réalité, faire perdre de l'argent si on se prend les pieds dans le tapis sur toutes les étapes. Donc, on joue avec beaucoup de zéros dans les deux sens. Donc, je pense qu'il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, il faut le faire parce qu'on veut développer un patrimoine à moyen long terme, il faut le faire parce qu'on veut sécuriser ses enfants, il faut le faire parce qu'on veut mettre un pied dans l'immobilier pour se familiariser avec ça, mais il ne faut pas le faire sur vouloir devenir riche à court terme pour remplacer mon travail. Généralement, ce n'est pas forcément le plus gros facteur de succès. C'est hyper important ce que tu viens de dire, cette notion de savoir son pourquoi finalement, savoir pourquoi on veut faire cette chose-là, comme tout objectif finalement, et être certain que le pourquoi c'est fait pour des raisons saines entre guillemets, et c'est pas que pour le côté argent rapide tout de suite maintenant. Et c'est pas ce qu'on entend sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'aime bien le dire, pas pour prendre le contre-pied de mes confrères youtubeurs dont j'en connais une très grande partie et qui sont extrêmement sympathiques, mais c'est juste parce que j'ai toujours été intègre et j'aime bien avoir un discours de vérité, en tout cas le mien. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui détiens la vérité, mais en tout cas c'est ma vérité et mon pourquoi.
Merci beaucoup, Mickaël, pour avoir remis les choses au point, entre guillemets, à ce niveau-là, afin d'avoir partagé ton avis. Est-ce que tu peux nous parler, pour conclure cette interview, des projets que tu ambitionnes là avec investissement locatif? Tu disais que tu voulais te développer dans de nouvelles villes. C'est quoi là sur la prochaine année, sur 2019, quels vont être les grands projets d'investissement locatif? Donc, on vient d'ouvrir à Lille et à Bordeaux là, il y a moins d'un mois. Donc, on est content parce qu'on avait déjà un premier objectif court terme qui était d'être présent dans les entre guillemets, très grandes villes de France. Donc, à Paris, on y était. À Lyon, on était déjà implémenté. On était capable d'accompagner dans toute l'île de France. On était arrivé à Marseille. Donc, on était très content d'être à Bordeaux, à Lille parce que ça terminait pour nous la fin en tout cas, d'un premier cycle pour avoir mis le pied dans 5, 6, 7 villes en France sur les grandes premières villes. Et l'ambition 2019 qui est déjà en cours, hein, puisqu'on a 2 RH en interne. Donc, je passe en même temps un petit message pour toutes celles et ceux qui veulent se reconvertir et faire un métier qui est à la base de leur passion, qu'ils soient architectes, décorateurs, chasseurs immobiliers, commercial dans ces différents secteurs. N'hésitez pas à prendre contact avec la société. Le mail, c'est rh@groupemrz.com. Et on va ouvrir, entre guillemets, le maximum qu'on est capable d'absorber en une année. De façon réaliste, on ouvrira entre 10 et 15 villes en 2019. Ok, donc 10 et 15 villes de nouvelles ouvertes en 2019 avec investissement locatif. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette interview. Merci. Je te laisse conclure si tu as un dernier mot, mais merci à toi pour cette interview très enrichissante. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup, Benjamin. Et j'invite toutes celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier à contacter de manière générale la société. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que les gens, ils ont envie d'investir. Et c'est effectivement pas leur métier. Après, il reste, je le dis pas négativement, on en a tous une, et heureusement, une routine de s'occuper de sa femme, ses enfants, etc., de développer ses propres projets. Et souvent, on met de côté, et c'est une des erreurs parce que l'immobilier, ensuite, ça tourne tout seul. Donc, le passage à l'action, le fait de le lancer le plus tôt possible, sera le plus générateur de revenus. Donc, c'est effectivement de temps de s'arrêter, de faire un petit point, un petit bilan sur soi-même, lancer une ou plusieurs opérations, parce que c'est la grande magie de l'immobilier, c'est qu'après, ça tourne tout seul et quand on se réveille, c'est payé et même très générateur parce que le marché augmente. Donc, voilà, j'invite toutes celles et ceux qui, malheureusement, l'ont dans un coin de leur tête, mais ne passeront pas à l'action, à faire un petit bilan sur eux-mêmes pour pouvoir passer à l'action là-dessus. Top. Merci beaucoup, Mickaël. À très bientôt. Salut. Au revoir.